Mes chers amis de Zitata, mes chers amis d'À Contretemps, d'abord je vous dis bonjour et je vous remercie d'être encore avec nous en dépit des festivités de cette période de carnaval qui attire vers d'autres choses que la réflexion, que l'écoute de sujets parfois difficiles. Mais en tous les cas, nous sommes quand même là, dans un format un peu différent, dans la mesure où certains d'entre nous seront absents pendant 2 semaines et qu'il fallait malgré tout occuper l'espace. Comme vous le savez, nous sommes membres de la société civile et malgré tout, nous avons pris la responsabilité auprès de Max Morance, que je profite de l'occasion pour le remercier, ainsi que toute l'équipe. Nous avons pris la responsabilité de vous informer, de vous faire réfléchir, d'essayer avec humilité, rassurez-vous, de vous instruire. Mais alors, que faire en cas d'absence? Que faire pour continuer à vivre? Ou bien que faire pour continuer à respecter les obligations de nos métiers? Parce que par ailleurs, nous sommes des professionnels de la société civile. Alors, nous avons préparé, nous avons trouvé un subterfuge, mais qui, je pense, est efficace. Nous avons préparé des sujets atemporels qui n'interpellent pas l'actualité. Et nous vous proposons, donc, ce n'est pas un best-of, ce sont si vous voulez, ce sont des plats spécialement préparés et conservés pour votre plaisir, pour votre instruction et puis pour vous faire réfléchir. Je souhaite que vous allez faire bon accueil pour ces 2 émissions qui vont se succéder les jours à venir. À bientôt. Nous sommes dans le centenaire de la naissance de France Fanon, donc cette année sera une année Fanon. En tous les cas, le 15 mars, l'association Tous Créoles fera une conférence sur France Fanon et l'association First Caraïbes et peut-être associée à Tous Créoles fera un colloque un peu plus tard dans l'année, surtout, ce n'est qu'une question maintenant budgétaire. Alors maintenant, croisons les doigts. Mais en attendant... First fait déjà le 15 février, ah oui, en marin. Il y a une visioconférence, un film, enfin, c'est un colloque qui s'étend dans le temps, avec l'intervention des écoles, des élèves et tout ça. Je pense qu'il est nécessaire de faire une introduction à France Fanon. Oui. C'est par exemple laquelle tu vas t'y mettre. Oui, il me semble, vraiment, c'est vraiment une introduction. Hein. Il me semble que pour comprendre France Fanon, il faut un peu comprendre sa vie. Donc France Fanon, il est né en Martinique, il est issu ce sont ses parents, c'est une classe moyenne, et c'est quelqu'un, il faut qu'on ait la conscience de ça, qui est très brillant, parce qu'il va passer des examens avant l'heure, il va sauter des classes, il a une capacité de compréhension, de préparation qui est extraordinaire, et il a très tôt le sentiment qu'il va mourir jeune, et pour lui, il faut faire les choses vite. Et c'est quelqu'un donc qui fréquente le lycée, et au moment de la guerre, quand il s'engage, mais vraiment par conviction, c'est-à-dire qu'il est pétri d'idées humanistes. Donc pour lui, la civilisation, c'est-à-dire qu'il y a la guerre en France, et bien il va s'engager. Donc il part déjà en dissidence, il va à la Dominique, mais ça ne marche pas. Donc il retourne, on le renvoie à Fort-de-France. Et là, il s'engage dans l'armée. Et quand il s'engage dans l'armée, il se bat, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans des bureaux, il est vraiment sur le front. Il est d'ailleurs blessé. Et il va avoir même des citations. Mais là, il y a une première prise de conscience qui s'opère. Et il va écrire à sa mère, on dit, je me suis embarqué pour un idéal obsolète, je me suis trompé. Donc c'est déjà là, il y a une première prise de conscience du décalage, parce qu'il voit le traitement que la France inflige aux tirailleurs sénégalais, aux Antillais, cette différence de traitement, ce racisme, en fait, il n'y a pas d'autre mot. Il le vit, et ça, c'est le choc et qui lui fait prendre conscience d'une réalité. Il revient à la Martinique, il passe son bac, et il part faire des études de médecine, et il est psychiatre. Et il va aller en Algérie. Et là, il va prendre conscience à un double niveau de ce que représente le colonialisme. Parce qu'il soigne les gens, mais il soigne à la fois le colonisé et à la fois le colon, en tant que psychiatre. Et par ailleurs,
il y a la résistance, la guerre qui va commencer. Et comme c'est un homme d'engagement, il ne peut pas rester. Pour lui, son engagement doit aller jusqu'à combattre, donc s'engager aux côtés du FLN. Et donc, il va prendre des positions et il va s'engager. On va l'exclure de la faculté. Il va devoir s'exiler à Tunis. C'est une vie pour lui et sa famille qui est terrible. Malheureusement, il est atteint de cancer, mais assez foudroyant, et il meurt en 1961. Donc, 1925-1961, c'est quelqu'un qui a donc une vie qui est très courte. Pendant cette courte vie, il écrit un nombre, et quand on regarde sa bibliographie, alors il n'écrit pas beaucoup de livres, il écrit 4 livres. Ceux qui sont le plus connus, c'est Peau noire et Masque blanc et Les damnés de la terre. Mais il a une série d'articles, et ces articles sont à la fois des articles scientifiques, c'est-à-dire dans des revues médicales, où il décrit ce que le colonisé, notamment le phénomène de l'aliénation, mais pas que ça, ce que ça traduit chez le colonisé. Et il est aussi des écrits politiques, mais il y en a une quantité extraordinaire. Et on ne connaît pas en fait vraiment tout ce que Fanon a fait. Et on sait de Fanon, on retient 2 choses, Peau noire et Masque blanc, effectivement le complexe d'infériorité créé par la domination des Blancs, le système colonial sur l'homme noir. La critique qu'il fait de Mayotte Capétia, je suis martiniquaise, qui intègre tellement l'aliénation qu'elle est blanche pour elle n'est plus noire. Et puis on connaît les damnés de la terre, où on ne retient qu'une chose en fait, on se dit, Fanon préconise la violence comme seule arme contre le colonisateur. Et ça, je trouve que c'est réduire la pensée de Fanon. Déjà, il y a une chose, Fanon, il faut comprendre qu'il donne des grilles de lecture de son temps et qu'il ne parle pas pour l'avenir. Et que donc, penser que 60 ans après, on peut dire il y a le mode d'emploi dans ce que Fanon a dit, c'est pas vrai. Et je voudrais donc juste lire une phrase de Peau noire et Masque blanc, où il dit l'architecture du présent travail se situe dans la temporalité. Tout problème humain demande à être considéré à partir du temps, l'idéal étant que toujours le présent serve à construire l'avenir. Et cet avenir n'est pas celui du cosmos, mais bien celui de mon siècle, de mon pays, de mon existence. En aucune façon, je ne dois me proposer de préparer le monde qui me suivra. J'appartiens irréductiblement à mon époque. Et ça, je crois que c'est... Alors, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire, mais ça, je crois qu'il est important de le dire. Et puis, il y a aussi, quand il va dire, et ça, je crois qu'il va falloir qu'on s'y attarde un peu plus, quand il dit qu'il n'a rien, il ne demande rien à l'homme blanc de réparer, et lui n'a rien à réparer. Parce que lui, on est tous héritiers, l'homme blanc, le colonisé, enfin le descendant de colonisé, le descendant de colonisateur, ils ont à construire l'avenir. Absolument. Et c'est Je ça. pense que c'est l'aspect le plus contemporain de ça. Et qu'il faut qu'on s'approprie. Peut-être que ça peut déranger, mais je pense que c'est important. Très bien, Madame Marcelli. Je vous en prie, monsieur. Alors, le sujet qui vient, voilà comment il a été créé par votre serviteur. Imaginez-vous que je regardais une série, oui, je vais avouer une faiblesse, une série sur Netflix. Et dans le dialogue, l'un des personnages dit la vérité est une lutte de perception. Les gens ne voient pas ce qu'ils peuvent affronter. Ça m'a donné à réfléchir, à concocter un texte que j'ai soumis à Emmanuel. Vas-y. Oui, un sujet de bac. Et en fait, appliqué à notre réalité martiniquaise. Oui, bien sûr, puisque en fait, moi, la façon dont j'ai compris le sujet que tu m'as confié, c'est la thématique de la subjectivité de la réalité. Puisque la réalité, on a tendance à dire, est réelle, ce qui est vrai, et puis c'est indiscutable. En réalité, il n'y a rien de plus subjectif que la réalité. Aujourd'hui, on est autour d'une table, je regarde Frédéric, on vit la même séquence, mais je vois Frédéric, je vois un mur derrière elle, je vois des écrans, je vois des meubles qui ne sont pas les mêmes qu'au même instant Frédéric voit quand elle me regarde. Pourtant, c'est la même réalité. Mais on a deux regards différents, voilà. 2 angles différents. Donc ça, là, c'est l'exemple très, très simple. Mais mettez ça à l'échelle
d'une époque, à Ouais, l'échelle de l'histoire. ouais. On est en permanence en train d'observer la réalité des choses avec des angles qui nous sont propres, donc qui sont subjectifs. Et donc, forcément, euh, quand on parle de vérité ou de réalité, on a l'obligation d'être dans l'humilité et d'accepter la contre-vérité qui est exposée par celui qui veut la contrer. Ça, c'est évident. Il faut pas avoir, faut pas assumer, enfin, affirmer ces vérités comme étant définitives. C'est se tromper structurellement. Et donc, moi, je retiens trois choses. D'abord, la vérité, elle est filtrée par nos perceptions, ce que je viens de vous dire. Je prends l'exemple aujourd'hui de ce que l'on vit en ce moment, le fameux débat sur la vie chère, et en particulier sur un grand groupe de communication. Vous avez deux manières de l'observer qui créent deux réalités. Alors d'un côté, certains voient dans ce groupe le char qui fait avancer le pays, la dynamique économique, l'excellence qui s'exporte, c'est une réalité. Le bénéfice apporté à des milliers de familles, l'esprit d'excellence qui se déploie, et puis d'autres qui voient une autre réalité, qui voient un groupe qui domine de manière trop importante l'économie, avec des conséquences qui empêchent d'autres acteurs de s'exprimer. Ce sont deux réalités qu'il appartient d'examiner avec la bonne distance, et pourtant le fait est le même, en fait. Et donc voilà, donc ça, c'est la vérité est filtrée par nos perceptions, et nos perceptions, ben, il faut aussi peut-être s'en méfier un petit peu, parce qu'elles vont chercher souvent aussi dans l'histoire, Dans le passé. dans le passé, et là, il y a un filtre qui parfois oriente notre manière de voir les choses, qui devient trop prégnante et qui nous enferme dans une lecture limitée, où là, on rentre dans ce qu'on appelle les représentations sociales. Donc cette vérité que l'on perçoit, en réalité, elle est dictée par une vision que l'on a d'éléments du passé, et donc on fait l'erreur d'un grand anachronisme, c'est-à-dire qu'on juge le présent avec les lunettes du passé, et ça, malheureusement, c'est un travers qui nous touche, nous tous, de manière très intense en Martinique, parce que notre passé est très présent et parfois trop présent, et déforme les faits du présent. Donc ça, c'est une réalité aussi qui est mesurée. Et puis j'ai envie de rajouter un troisième facteur qui est, alors on en parle souvent, mais ça vient aussi amplifier la lecture de la réalité, c'est les nouveaux phénomènes des réseaux sociaux qui jouent un rôle d'amplificateur et qui créent de la caricature sur des faits. Voilà, donc tout ça, enfin, ce sujet, il est un petit peu complexe, hein. Tu m'as pas donné un sujet facile, je ne sais pas si... Mais je connais tes Voilà. capacités de Ouais. simplification. Mais là, il s'agit moi, ce que j'ai compris en lisant ces différents documents que j'ai dû consulter pour faire cette chronique, c'est de comprendre que la réalité n'est pas objective, elle est subjective. Toujours. Et il faut donc se méfier des affirmations trop hâtives et trop définitives. La perception de la vérité aux Antilles est le résultat d'une interaction complexe entre l'héritage historique, tu viens d'en parler, les mécanismes psychologiques, tu viens d'en parler, je vois ça, toi tu vois de l'autre côté, et les efforts de reconstruction identitaire. Parce qu'en même temps, on veut exister de par le monde, dans une époque de mondialisation, d'uniformisation du monde. Reconnaître que ces influences est crucial pour comprendre les défis sociaux et culturels actuels et futurs de la société antillaise. C'est ce qui explique la raison d'être de cet aéropage de personnes intelligentes et belles. Mais ça me fait penser à la citation de Frantz Fanon, Oui. qui dit que finalement le sel de la réalité, c'est de s'inscrire dans le moment présent, Absolument. de s'extraire un peu des influences du passé pour se mettre dans une position de construire l'avenir. Donc ça nous oblige à nous mettre en regard devant. Et là, il y a un sérieux apprentissage. Et là, je vous l'assure, parce que nous pratiquons tous ça, faites comme nous, la vie est excessivement passionnante et intéressante. Elle n'est pas morbide, elle n'est pas faite de relents, de répétitions, de nauséabonds.
et sans pour cela être bisounours, parce qu'on est réaliste, hein, vous avez un béquet qui vient nous parler de Saint-Pierre avec franchise et sincérité. C'est le monde de demain que des personnes déjà mûres, sauf la petite fille qui est là, vous proposent. On vous le propose, ça passait par les urnes, ça passait par les bulletins de vote, on vous propose de créer ce monde nouveau. Merci. Alors, c'est un sujet assez particulier, c'est le programme WIC sur le climat. Il n'y avait que toi qui manipule l'anglais, l'espagnol, l'arabe et d'autres langues, parce que tu parles bientôt à Dubaï. Il paraît qu'il peut nous expliquer ce que c'est que le programme WIC sur le climat. Vas-y. Tout d'abord, j'entends le rire de mon camarade de gauche et je dois dire qu'il a le dénoncé. Il a dit on te donne toujours des sujets bizarres. Voilà. Je tiens à le Bizarre, souligner. vous avez dit bizarre? Oui, alors, à ne pas confondre avec le programme WOC, hein, le programme WIC. Donc, il s'agit, pour vous dépeindre un petit peu le panorama, de 3 grandes actions. La première action de ce programme, c'est de pouvoir confronter les participants, alors de petites dizaines de participants, de petits volumes, à la réalité climatique. La deuxième phase, c'est de pouvoir analyser les causes de ces difficultés climatiques, bien évidemment, et les solutions pour du changement. Et puis, la troisième étape, c'est de pouvoir passer à l'action et pouvoir être partie intégrante d'une responsabilité sociétale et environnementale. Alors, ça peut faire sourire, sauf que ça fonctionne. L'expérience, elle est décrite comme mémorable par beaucoup de participants et il apparaîtrait que, selon des témoignages, ces week-ends du climat programment des sessions futures assez nombreuses, des entreprises, des grandes entreprises, bien cotées, demandent ces interventions et ceux qui y ont participé parlent en fait d'un changement en profondeur. Alors, j'aimerais juste tracer un petit peu l'historique de l'écologie. Il faut parler de l'écologie et de la sensibilité, puisqu'on nous parle d'écologie depuis les années, j'ai regardé, on va dire 80, mais particulièrement depuis les années 90, les troubles climatiques, le réchauffement, les sujets planétaires, jusqu'à aujourd'hui. Et il faut bien le dire, même si des partis politiques ont existé et existent encore, on a vu une certaine émergence, alors tout d'abord par eux-mêmes, ensuite sous plusieurs gauches, sous plusieurs gouvernements de gauche en France. Enfin, les partis écologiques se sont toujours adossés à d'autres partis parce que par eux-mêmes, ils n'arrivaient pas, et vraiment, no offense, hein, ils n'arrivaient pas à faire rêver. Les partis écologiques se sont en général adossés à d'autres grands partis pour être éligibles et pour pouvoir faire passer leurs mesures. Et le paroxysme a été la présidence de M. Macron qui, après beaucoup de promesses en tant que candidat, n'a pas du tout pris en compte les difficultés climatiques dans un premier temps et commence aujourd'hui à les entendre de façon peut-être politicienne. En tout cas, il est certain, je n'ai pas voulu dire opportuniste, c'est polémique, j'ai bien dit politicienne. En tout cas, il est reproché aux écologistes aujourd'hui, même si on sait qu'ils ont raison, alors il y a toujours des Trump climato-sceptiques, mais aujourd'hui on sait qu'il y a de vrais sujets écologiques, on le voit dans notre réalité, dans tout ce qu'on voit, les inondations en Europe, les feux dans le sud des États-Unis, enfin ne parlons pas de Mayotte, on voit cette réalité tangible, on va dire malheureusement au jour le jour. Donc finalement, est-ce que le fait de ne pas vendre l'écologie comme un rêve par ces partis, puisqu'on reproche aux partis écologiques d'avoir toujours promu la décroissance, et on leur disait, en fait, ils ne réussissent pas parce que, contrairement aux autres partis, ils ne mentent pas. Ils nous disent la réalité. La réalité, c'est que ça va mal, et donc ce n'est pas vendeur, ce ne sont pas des causes électorales. Donc, finalement, je trouve que ce programme de WIC est très percutant, et j'en ai vécu un à titre personnel. Oui, et je vais vous raconter. Donc, tout ce que je vous dis, merci beaucoup, cher Gérard, tout ce que je vous dis, je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'il y a un programme qui s'appelle le programme 16 en Martinique, qui est un programme de responsabilité sociale et qui prenait par petits groupes, l'année dernière et l'année d'avant, dans les entreprises, ou en termes particuliers, moi j'y étais au titre de mon entreprise, des personnes pour leur partager l'itinéraire d'un détritus. Donc on est allé, je ne vais pas citer hein, la grande distribution où nous sommes allés, nous avons acheté notre paquet de lessive et nous avons fait l'itinéraire ensemble, de l'achat à la consommation, en passant par la poubelle,
le tri sélectif et le recyclage, la décharge, nous avons fait l'itinéraire et à chaque fois, nous avions l'itinéraire A, l'itinéraire B, l'itinéraire C selon notre responsabilité. Et du coup, chacun d'entre nous, nous étions une petite dizaine, nous suivions la destinée de ce détritus. Croyez-moi ou pas, chère équipe, je n'en ai pas dormi. Parce que je n'en ai pas dormi parce que j'ai su où est-ce qu'il finissait en Martinique, ce détritus. Et j'ai vraiment... Aujourd'hui, j'y repense et je ne vais pas dire que j'ai appliqué tous les conseils de cette journée, ce ne serait pas vrai, mais ça a changé ma façon de concevoir. Je fais le tri sélectif, j'embête régulièrement mes enfants et mon mari à ce sujet. Ça m'a éveillée et en fait, finalement, est-ce que la politique globale, on ne se sent pas concerné et puis ça ne nous fait pas rêver, la politique écologiste, est-ce que le fait de ne pas parler à des personnes, de ne pas parler à des consciences de façon individuelle, ce n'est pas là un grand avenir pour l'écologie. Tu as vu, je t'ai laissé largement parler. Merci. 2 minutes. Mais c'était pas mal. Et tu aurais pu continuer encore. Ça m'a rappelé un souvenir où j'avais été modérateur d'un colloque ou du comité des eaux, comment ça s'appelle encore, le Bastien. Bref. Odyssey ? Non. Oui, voilà. Et quand je suis sorti de là, de l'Atrium, ça se passait, j'ai eu l'impression que je nageais dans la matière fécale. Entre les fosses individuelles Voilà. qui ne sont pas Voilà. suivies et qui ne sont pas aux normes. Exactement. Les stations d'épuration. Et les stations d'épuration globales, rien qui ça qui était tout patois. J'ai l'impression que j'en avais dans la bouche. Merci beaucoup. Alors, Trump suscite déjà de vives inquiétudes sur le plan économique. Je reprends le titre de papier que j'ai soumis à ta sagacité. Alors, cette inquiétude est mon avis, l'expression européenne d'une panique qui ne doit pas faire l'objet d'une prise en compte à minima sérieuse. Ça n'existe pas aux États-Unis. Aux États-Unis, Trump favorise l'économie parce que l'économie américaine, c'est une économie qui fait un choix de l'autarcie. Ok, vous avez vu les stats. Ils n'importent pas tant que ça. Ils ont un déficit commercial considérable, mais en réalité, c'est lié à des choix stratégiques. Du style, sur l'énergie, on dit, on ne va pas consommer notre pétrole. On préfère, on a tellement d'argent et les autres sont tellement dépendants de notre dollar qu'on va acheter du pétrole et on va préserver notre énergie. Donc, c'est plutôt ceux qui considèrent que les États-Unis constituent un marché potentiel, pas actuel. Hein. La Chine, c'est ridicule, la part du commerce chinois aux États-Unis, okay, notamment dans les véhicules, etc. On a déjà ici cité les chiffres. Absolument. Mais le marché américain, c'est le seul marché dont le potentiel de consommation est garanti pour l'avenir. Le marché américain, pour les investisseurs, est le seul marché où on peut acheter des bons du Trésor avec une garantie de remboursement. En fait, c'est une espèce de poule aux œufs d'or et l'inquiétude, elle est extérieure aux États-Unis. Elle n'est pas intérieure. L'inquiétude, c'est, excusez-moi de l'expression, merde, ils vont encore se refermer sur eux-mêmes. C'est ça l'idée. C'est le protectionnisme à gagner, l'enfermement, et puis surtout, le racket. Tu vendras des voitures chez moi, oui, mais à condition que tu les produises chez moi. C'est fabuleux, ça. C'est ça, les inquiétudes économiques. En fait, c'est mal traduit. Je pense que c'est une inquiétude mondiale face à un marché qui est le numéro 1 mondial et qui se referme. Dont les éléments sont en train de changer. Et de manière massive. Oui, hein. Et rapide. Oui, et l'adaptation sera très difficile. Mais ça va durer que 4 ans. C'est bon. C'est le Covid, quoi. C'est un nouveau Covid. On dit ça comme ça. Eh oui. Enfermement. Le Covid, c'était ça. Hein. On se referme sur nous-mêmes. Les échanges, voilà. Ce type, c'est un virus. Un virus qui est guérissable. Oui. On peut avoir une immunité. Oui. 4 ans. Sa date limite de consommation est fixée. Que Dieu nous préserve. Okay. Alors, on s'imagine que les vilains, ils sont vilains, les vilains esclavagistes qui pratiquaient la traite sont venus
ont pénétré dans la forêt africaine avec leurs mousquetons. Ils sont rentrés dans les villages, ils se sont emparés des enfants, des jeunes, des belles femmes. Je me tourne vers toi pour dire ça. Et ils les ont amenés, puis ils les ont esclavagisés. C'est comme ça qu'on dit maintenant. C'est peut-être plus subtil et plus complexe. C'est-à-dire que la forêt elle était dense, épaisse, et puis il y avait des vilaines bêtes, beaucoup d'animaux, et on leur amenait ces esclaves. C'est ce processus qu'il faut retenir et en tirer des conséquences, parce que notre émission s'appelle À contre-temps. Daniel. Oui, alors il me semble que déjà la première chose qu'on pourrait dire, hein, pour replacer les choses dans le temps, c'est que l'esclavage existe depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que l'esclavage, c'est un système qui impacte toutes les sociétés, parce que c'est un système où il y a des hommes de tout temps, des hommes qui dominent et des hommes qui utilisent d'autres hommes pour les servir. Et l'esclavage va exister. Alors simplement, il y a l'esclavage de l'Antiquité, l'esclavage au Moyen-Âge, l'esclavage au Moyen-Orient et l'esclavage qui est plus contemporain, c'est pour ça qu'on en parle plus. Quand tu dis Moyen-Orient, tu parles de la traite arabo-musulmane. Et ce qu'on ne retient, parce que c'est plus contemporain, je dirais, c'est la traite atlantique, et donc celle qui a fait que des captifs pris en Afrique ont été mis en esclavage aux Antilles. Parce que ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que quand les captifs sont pris en Afrique, ils ne sont pas esclaves en Afrique. Ce sont même si l'esclavage existe, mais ceux qui sont pris, ce sont des royaumes. Alors moi, j'aime pas le terme chefferie qu'on a utilisé parfois. C'est des royaumes, parce que l'Afrique, c'est une notion déjà occidentale. À l'époque, si on se replace, à l'époque, il n'y a pas l'Afrique. Ça n'existe pas. Il y a une coexistence de royaumes qui ont chacun leur importance, leur influence, et qui, au fur et à mesure de leurs intérêts, se font la guerre ou pas. Et quand on fait la guerre, quand on fait des razzias pour des raisons politiques, militaires, économiques, on a des captifs. Et ces captifs, comme il y a une demande de la part des négriers occidentaux, eh bien on les vend aux négriers occidentaux. Et il faut bien comprendre, si on a un point de vue, une approche morale, on ne peut pas comprendre le fonctionnement d'une société. Ça ne veut pas dire qu'on considère que c'est bien, ce n'est pas ce qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une réalité de fonctionnement. Dans le pourcentage de personnes qui ont été enlevées d'Afrique pour être amenées aux Antilles, les razzias et les captifs sont la grande majorité. Il y a quelques négriers qui se sont, sur les côtes de l'Ouest africain, qui sont rentrés quelquefois à l'intérieur, mais pas très loin, et qui ont eux-mêmes pris des gens, ça arrive. Mais c'est une minorité. Et donc, il me semble que c'est ne pas connaître et ne pas essayer de comprendre comment fonctionnait un continent. Le continent africain, il est composé, quand on va de l'Afrique du Nord à l'Afrique du Sud, avec une réalité de royaumes qui, quelquefois, avaient des civilisations qui étaient des civilisations brillantes. Ce sont des civilisations qui ont des civilisations qui se sont bâties sur le maïs, sur le sorgho, sur quelle est la réalité du fonctionnement de ces pays. C'est ce qu'on pourrait se demander au lieu de porter un jugement en disant « Ah non, 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 les Africains n'ont pas pu vendre leurs frères ». C'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est pas comme ça. Nous sommes dans un monde où les intérêts économiques, les intérêts étatiques, les intérêts militaires font que, on se bat contre un royaume, on fait des prisonniers, et puis parce qu'on a besoin d'argent ou parce qu'on a besoin d'échanger, on va faire commerce avec ceux qui en ont besoin. C'est ça le marché. Et donc, essayons de mieux comprendre les mécanismes qui ont été à l'œuvre. Et je peux vous dire que quand on commence à étudier, c'est colossal. Hein, ce n'est pas en quelques minutes ni en quelques heures. Et il y a d'ailleurs des ouvrages, il y a des tas de colloques qui se sont faits pour comprendre comment ça s'est organisé. Et puis pour terminer là-dessus, la première traite négrière qui a eu lieu dans l'Atlantique, ce sont les Portugais, parce que ce sont les Portugais qui d'abord sont allés en Afrique, parce qu'ils avaient leur colonie qui était notamment le Cap-Vert, et c'est là que ça a commencé, donc bien avant les autres.
Ça veut dire qu'on pourrait très bien décider, comme on décide par exemple de, de, de boucs émissarisés, par exemple les fils de colons. Maintenant, on pourrait décider de haïr l'Afrique, quoi, de décider que les Africains sont tous fils de chefs africains qui nous ont importés ici, entrer dans un délire. C'est-à-dire que la réduction de l'histoire, ça ne vaut rien. Ça ne tient pas. Il faut toujours un devoir de connaissance, toujours. Bonne conclusion, merci beaucoup. Dans notre histoire, il y a des hommes qui ont eu une transcendance, qui ont eu une puissance, une force, qui ont fait des choses extraordinaires. Pierre-Marie, c'est Pierre-Marie Pori-Papy. Pierre-Marie Pori-Papy. Et de cela, tu vas nous en parler, Emmanuel. Oui, Pierre-Marie Papy. Alors, il faut resituer un petit peu le contexte de sa notoriété, puisqu'on parle de 1848, c'est-à-dire, et précisément du 22 mai 1848, c'est-à-dire la date où l'abolition de l'esclavage a été prononcée, enfin, le 23 mai, le lendemain. Et c'est peut-être bien de resituer un peu les événements, et pour voir à quel moment intervient Pierre-Marie Pori-Papy. Donc, rappeler quelques dates. D'abord, le 27 avril 1848, ça se passe loin d'ici, c'est en France, on signe le décret d'abolition. Exact. Ici, personne n'est vraiment au courant, puisque il n'y avait pas Internet, il n'y a pas de téléphone, donc on attend que le document parvienne à la Martinique. Et sur ces entrefaites se déroulent des événements, alors il y a bien évidemment des tensions et des attentes, puisque le débat est quand même actif à ce moment-là, et il y a des événements qui se produisent à Saint-Pierre, en particulier l'esclave romain qui bat le tambour. Ça ne plaît pas à certaines oreilles bourgeoises de l'époque. Il est emprisonné et là, la foule de Saint-Pierre se soulève et des émeutes commencent. On va brûler quelques habitations à Saint-Pierre et aux Prêcheurs. Il y a même une maison, la maison des Sanois, au milieu de Saint-Pierre, où sont abrités une trentaine de béquets, qui est brûlée et qui fait donc 33 victimes à ce moment-là. Et donc, la tension est à son comble. Et là, au sein du conseil municipal, puisque ça se gère au niveau de Saint-Pierre, il y a un maire qui s'appelle M. Hervé, qui est le maire de la ville de Saint-Pierre, et son premier adjoint s'appelle Pierre-Marie Pori-Papy. Et là, le débat a lieu pour savoir comment on fait, est-ce qu'on réprimande ces manifestants. C'est le point de vue du maire, qui lui a plutôt une lecture très autoritaire, parce que là, il faut faire régner l'ordre, c'est son point de vue. Et Pierre-Marie Pori-Papy apporte le regard différent, et il réussit à convaincre son conseil municipal de dire il faut libérer Romain pour faire tomber la pression. Et donc, des débats ont lieu et il obtient cette décision et il prend sur lui de faire libérer l'esclave romain. Oui. Et là, la pression retombe. Le lendemain, vous connaissez l'histoire, Rostelan, le gouverneur, vient à Saint-Pierre, signe le décret, et en signant ce décret, personne ne sait encore qu'en réalité le décret est en train d'arriver, le décret officiel, mais ça précipite l'abolition de l'esclavage. Et c'est devenu une date clé aujourd'hui de commémoration en Martinique. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est effectivement cet acte de résistance, puisque quand on est du côté de l'ordre et que des événements pareils se produisent, eh bien c'est quand même pas évident de dire je vais contre ma hiérarchie municipale pour pouvoir m'imposer et imposer une décision. Alors à l'époque, elle était contestée parce qu'on lui a reproché d'être un pleutre, d'être un faible, mais l'histoire démontre qu'en fait, il a eu raison, puisque c'est peut-être grâce à son intervention que le sang n'a pas coulé plus longtemps et qu'au final, on a entériné une décision qui était déjà inscrite dans l'histoire. Je vais taquiner Didier Laguerre en disant que lorsque les subversifs sont venus, l'ont fait descendre et qu'ils l'ont enchaîné, je crois, au bas de la mairie, et qu'il a décidé de ne pas appeler la police, pas appeler la gendarmerie, de calmer les choses, il était du niveau
l'encablure historique de M. Pori-Papi. Et je dis ça aussi pour ceux au sein du parti qui l'ont fustigé, il fallait appeler les forces de l'ordre et tout, le parti de M. Aimé Césaire. C'est un peu provocateur ce que j'ai dit là. Ce n'était qu'une boutade, ne me prenez pas au sérieux. Je ne suis que l'animateur d'une petite émission. Merci. Les réseaux sociaux, on en parle, on dit du bien, on dit du mal, plus de mal que de bien. Oui. En tous les cas, une scientifique, Marie Grand, analyse les limites de la liberté sur les réseaux sociaux. Ça, c'est important. Vas-y. Oui, c'est très important. Marie Grand, alors juste pour contextualiser un petit peu, c'est une professeure et philosophe et directrice du Collège supérieur de Lyon, donc une éminence, hein, une vraie chercheuse, qui est revenue un petit peu sur le fonctionnement des réseaux sociaux, notamment depuis, j'ai envie de dire, leur libéralisation par Mark Zuckerberg, le patron de Meta. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que Meta. Je sais que vous êtes des hommes et des femmes de culture, mais donc Meta, c'est le regroupement de Facebook aujourd'hui, d'Instagram, de Threads aussi, qui est une sorte de Snapchat, c'est-à-dire d'échange sur les réseaux on va dire, d'informations éphémères et très rapides, exactement. Et Mark Zuckerberg, il a récemment annoncé un assouplissement des règles de modération de Facebook et d'Instagram. Ça veut dire qu'il a mis en place ce que nous connaissons très bien, cette sorte de néolibéralisme anglo-saxon, en disant qu'il faut finalement déréguler les échanges sur les réseaux sociaux pour que de façon spontanée, les participants puissent s'exprimer et que de cette façon-là, il y aura une modération plus ou moins automatique. On ressent cette philosophie économique très américaine, très anglo-saxonne, de l'économiste, son nom m'échappe, excusez-moi, Adam Smith, pardon. Adam Smith avec cette fameuse main invisible. Vous vous rappelez cette fameuse main invisible du marché, dont le principe, en fait, c'est l'expression de la liberté des actions individuelles, des acteurs économiques guidés par définition uniquement donc par l'intérêt personnel, mais qui finalement, tous ces acteurs intérêts, exactement, tous ces acteurs, toute cette agrégation d'intérêts économiques, individuels et particuliers convergent vers l'intérêt de tous. C'est magique, c'est Adam Smith, mais attention, c'est véritablement la philosophie américaine. Et cet économiste est l'économiste américain par excellence, et donc ça contribue à la richesse, et par conséquent, puisque ça contribue à la richesse, au bien commun. Eh bien, Mark Zuckerberg, raisonne de la même façon. Or, Marie Grand, elle analyse qu'il y a, par conséquent, elle analyse des faits, elle analyse qu'aujourd'hui, il y a une vraie distorsion suite à cette libéralisation, à cet amoindrissement de la modération, il y a une distorsion du débat public. On se rend compte que finalement, dans le débat public, sans modération, il y a des polarisations de convictions. Il y a ce dont tu parlais la dernière fois, au nord, les pour, et au sud, les contre. Et puis, on râle chacun la corde. Et finalement, ça mène à des débats de plus en plus haineux, de plus en plus clivants et de plus en plus distordus. Et chacun va chercher automatiquement, dans son intérêt personnel, de conviction, de pensée, d'idéologie, son groupe. Donc finalement, il y a de moins en moins de débats, puisque chacun raisonne et affirme dans ses groupes Facebook, dans les personnes qu'il suit sur Instagram de façon concrète, dans les threads qu'il effectue et qu'il envoie à sa communauté. Donc finalement, ce qu'elle souligne, Marie Grand, c'est le communautarisme des idées, des convictions et des positions sur les réseaux sociaux, et finalement à des personnes qui, quand elles consultent les réseaux sociaux, n'ont plus affaire, non pas à des idées, mais à des caricatures d'idées, à des simulacres de convictions, et par conséquent invite à pouvoir réguler le débat, comme il a pu l'être encore plus, parce que ça mène, vous l'avez bien vu récemment, vous lisez les réseaux et vous voyez ce qu'on peut en lire et en décrire, on a des propos qui sont très dangereux, qui sont très extrémistes et qui sont finalement à modérer. Oui, une sorte de dogmatisme digital, surtout du fait de la mécanique de l'intelligence artificielle qui sélectionne et qui vous redonne, qui vous remâche des propos qui vous plaisent, qui vous conviennent et qui restent de vos convictions, et vous ne sortez pas de vos limites, vous n'allez jamais à contre-temps. Il y a un mot qui s'est emparé des esprits, c'est le mot de
d'un leader politique, le mot de submersion de l'immigration de François Bayrou sur LCI, ça a fait bouger, ça a fait cracher de l'encre par les journalistes, ça a ému les gens. Parlant du sentiment de l'immigration, il faut le dire d'emblée, l'immigration à Mayotte. Oui. Mais bon, ça montre à quel point on a l'épiderme un peu sensible, sur ces questions. Parce que ça émeut, ça outrage beaucoup de gens qui ont finalement entendu alors les mots précis de François Bayrou. Il parle de sentiment de submersion migratoire. Il ne caractérise pas un fait, il dit en France, les gens ont le sentiment d'une submersion. Et il s'appuie sur une étude qui a été faite par BFM, qui effectivement dit que 7 Français sur 10 pensent qu'ils sont submergés par un phénomène migratoire. Donc, il ne fait que caractériser finalement une réalité ressentie. C'est, voilà, et alors, pourquoi cette querelle? Alors là, je pense qu'on rentre un petit peu dans l'instrumentalisation politique, parce qu'il y avait des bras à montrer avant l'étape du budget. Il fallait que chacun montre ses muscles, mais on est réellement dans l'instrumentalisation. On n'est pas dans un débat sincère, en vérité, parce que sur ce coup-là, François Bayrou n'a rien dit de choquant, même si le mot est brutal. Et le mot, effectivement, quand on commence à rentrer dans l'appréciation des mots, on peut lui dire c'est un registre qui est plutôt celui du Front National. Bon. Mais il n'empêche qu'il n'a fait que exprimer un ressenti. Alors, ce qui est intéressant, une fois qu'on a dit ça, c'est quelle est la réalité, tout bêtement. Donc, j'ai regardé les chiffres pour bien vérifier si ce ressenti était justifié ou pas par les Français. Alors, quelques chiffres concrets. En 2023, la France comptait 7,3 millions d'immigrés, soit 11% de la population française. En titres de séjour, en 2024, 340 000 titres de séjour ont été délivrés, en hausse de 1,8% par rapport à l'année précédente. On n'est pas dans des explosions. Le nombre de demandes d'asile a diminué. Il a diminué de près de 6% en 2024. Donc là encore, ce ne sont pas des... Et les expulsions d'étrangers en situation irrégulière ont augmenté de près de 30% en 2024. Et les régularisations, elles, ont diminué de 10% avec 31 000 sans-papiers régularisés. Bon, ça sont des données factuelles. Et quand on se compare avec les pays voisins, puisque là aussi, ça peut être un bon indicateur pour savoir si réellement il y a un problème de submersion en France, eh bien, à titre de comparaison, 13% de la population française était née à l'étranger en 2023, alors que ce chiffre est de 20% en Allemagne et de 17% en Espagne. D'accord. Voilà, donc je laisse à chacun le soin d'apprécier, mais encore une fois, ne pas confondre et ne pas faire de mauvais procès à François Bayrou. Il n'a parlé que de sentiments de submersion et non pas de submersion effective. Très bien d'avoir fait cette précision sémantique et puis aussi factuelle, parce que ça correspond également. Mais enfin, comme tu l'expliquais, on est dans une période où le petit mot de travers, le petit mot submersion, ça prend une tonalité particulière quand c'est bien manipulé. Merci, M. de Rênal. Alors, Christian, de quoi tu vas nous parler là? Je vais vous parler de Daniel Marie-Alphonsine. Ok. Daniel Marie-Alphonsine. Bravo. Merci. Alors, comme Paul Rosine, comme Marius Cultier, comme Mona, comme Fernando Nassien, comme Cassave, il a marqué de son empreinte l'évolution de la musique martiniquaise. Daniel Marie-Alphonsine, c'est de la grande musique, la musique de qualité populaire. C'est la perfecta. C'est la perfecta, voilà, absolument. Alors, Daniel, il est Robertin d'origine, il a pris des cours chez Madame Yvette Eustache, comme moi-même, des cours de piano. Et Daniel, c'est un homme très réservé. Sa mère était professeure d'anglais, tu l'as connu. Ça a été ma professeure d'anglais. C'était ta professeure d'anglais. Et son père était chauffeur de taxi. Exact. Voilà. Et Daniel, il a pris ses cours et puis finalement, il est apparu dans un premier temps dans les Kings, enfin à ma connaissance. Il jouait de la basse dans les Kings. J'étais déjà étonné de savoir qu'un pianiste jouait de la basse en même temps. Mais il est rentré dans la perfecta par la basse également. Et avant de continuer, je vais vous proposer une première vidéo.
On va poursuivre avec une deuxième vidéo que je vais probablement commenter après, que je vous invite à découvrir. Now I'm getting out of darkness towards your light. While many people are quite willing to open their eyes. Alors, Daniel s'est distingué par sa capacité d'arranger des œuvres. Des morceaux comme Chiméan, tout ça, c'est Daniel qui a arrangé. Daniel s'est distingué aussi par ses apports créatifs. Il prenait une mélodie un soir et le lendemain, il vous donnait un chef-d'œuvre. Non, mais je vous dis, j'ai vécu des situations comme ça. Et son épouse me disait, il allait sur un gros arbre qu'il y avait près de chez lui à Pointe-Savane, et puis il écrivait. Il avait un génie. Voilà, j'espère qu'on va retrouver peut-être la vidéo que j'attends. On va découvrir la troisième vidéo pour faire une meilleure connaissance avec Daniel. So now call me Benio. Benio, Benio. Non, mais Edith nous disait comment c'est joli, ça. C'est parfait, tu c'est disais. fluide, c'est fluide. Absolument. Alors là, c'était dans un bal qu'ils avaient fait à Lyon, parce que là, encore une fois, j'insiste en vous disant que la musique antillaise s'exporte depuis très longtemps. Nous, quand on était étudiants en France, il y avait des bals antillais à Bastille, il y avait des bals à Corvisan, à la tout à fait. Et la Perfecta a eu l'occasion, effectivement, d'exprimer sa musique un petit peu dans tous ces pays-là. Enfin, en tout cas, en France et dans pas mal de territoires. Voilà, alors, on va écouter une quatrième vidéo, j'espère. Alors, je ne sais pas si vous étiez là, mais il y a eu, je ne sais pas quelle année, la Perfecta à Sainte-Anne. À Sainte-Anne. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il y avait des voitures depuis, d'ailleurs c'est des images que nous avons là, voilà. Et là je vais vous faire écouter effectivement quelques propos qui ont été mis par des artistes qui ont joué avec lui, parlant de Daniel Marie-Alphonsine. Il y a eu un génie qui s'appelle Daniel Marie-Alphonsine, qui a pris la Perfecta adolescente et qui l'a amenée à une maturité. Marie-Alphonsine était un adepte de Ricardo Doré, qui est la musique latine, mais une musique un peu pop,
il connaissait tous les morceaux des Beatles par cœur et il s'en imprégnait. Même, il devenait un peu Beatles par sa coupe de cheveux, sa démarche, parlait anglais tout le temps. Quand Daniel est arrivé, il a fait un grand écart. Hein. C'est vraiment, il a pris un autre tournant qu'on ne connaissait pas. Donc, on va dire que ça a été un choc dans cette musique. Voilà. En tout cas, je crois qu'il faut rendre hommage à Daniel Moyen-Alphonsine. Et son fils Et- poursuit. très bien, Ah, il son dit. fils Bravo, poursuit. bravo. Voilà. Parce que son fils s'appelle Paco. Il s'appelle Paco Malalma. C'est son nom d'artiste. C'est un grand on a fait un couturier. sujet. Tout à fait, on Ouais. a fait un sujet. Et son fils me disait, quand papa travaillait le piano, j'étais toujours assis à côté de lui. Et je regardais tout ce qu'il faisait. Et aujourd'hui, quand vous écoutez Paco Malalma, c'est la réincarnation de Daniel. Exact. Mais il a décidé de prolonger le travail de son père, qui n'a peut-être pas été suffisamment compris, suffisamment estimé, et il continue. Et lui aussi, comme Tony Chasseur, il prend des initiatives, il est entrepreneur, et il développe effectivement la musique de Daniel Moyen-Alphonsine. Mais en tout cas, moi, je pense, j'étais un proche de Daniel, je veux lui rendre hommage, quoi. Je veux lui rendre hommage. Alors, il a été blessé aussi par beaucoup, il a eu beaucoup de peine vis-à-vis d'artistes aussi, je ne vais pas entrer dans le détail, et il est parti. Il s'est exilé, il ne revient plus en Martinique. Il est à la Guadeloupe, En Guadeloupe, ouais. il n'y revient plus. Il ne revient plus. Mais je crois Bon, que c'est en une tous les cas- personnalité En tout cas, extraordinaire. nous imitons à Guadeloupe et je pense qu'il comprendra l'hommage que tu lui as fait. Il Mais aura la écoute, certitude de ton amitié. Mais je pense qu'il n'en doute pas. Hein. Écoutez, je pense qu'un jour, la postérité nous rendra honneur à Christian, parce que je ne sais pas si c'est intéressant, c'est utile, pardon, intéressant ça l'est, mais c'est utile ce que nous faisons pour préserver notre identité musicale, l'identité tout court. En tout cas, nous le faisons avec cœur, Christian le fait avec passion. Et je le dis, la musique populaire de qualité. C'est ça, Mhm. absolument. Parce qu'on a tendance à penser que quand c'est c'est- populaire, ça C'est tout de descend. suite ça rabat. Voilà, voilà. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous attends avec impatience.